J'ai reçu énormément d'amour de la part de ma maman. Tu ressens un isolement social qui, à ce moment-là de ta construction, est terrible. Il ne faut pas imposer à notre enfant des règles qui font qu'il va se sentir mais complètement en décalage avec non seulement ses pairs, PAIRS, mais aussi le monde qui l'entoure, quoi. Parce qu'on va aussi parler des réseaux sociaux. Est-ce qu'on va mettre notre enfant, j'allais dire nos enfants, notre enfant pour le moment, sur les réseaux? Oui, non. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oui, mais. Un épisode de nouveau accompagné de mon cher et tendre, de mon cher mari. Quel plaisir de t'accompagner sur ce genre de tournage. Ça va mon amour? Ouais, très bien, très bien. Très heureux d'être là une nouvelle fois pour débattre, discuter avec toi. On est très heureux et très reconnaissant de vos retours jusqu'à présent. On les lit tous, même toi. Hein. Je lis beaucoup les retours avec Agathe et franchement c'est un pur régal parce qu'il y a énormément de bienveillance. Donc honnêtement, merci beaucoup. Alors pour ce nouvel épisode, on va évoquer un sujet, ma foi vaste, qui est l'éducation. On va parler de l'éducation que nous avons reçue, nous, enfants, et de l'éducation dont nous parlons en tant que futurs parents et que nous espérons ou que nous avons envie d'inculquer à notre futur bébé. Qu'on va essayer d'inculquer à notre enfant. Et avec l'éducation plutôt au sens large, hein, parce qu'on va aussi parler des réseaux sociaux et un thème qui est revenu très souvent, notamment de par ton métier et de par ta médiatisation, qui est est-ce qu'on va mettre notre enfant, j'allais dire nos enfants, notre enfant pour le moment sur les réseaux? Oui, non. Ouais, c'est comment, pourquoi? Comment les introduire aux écrans, comment les éduquer face à ça. Des questions qu'on se pose en ce moment. Alors bien sûr, on se fait des projections et on a envie que ça se passe d'une certaine manière. Après, on sera forcément confronté à un principe de réalité quand on sera vraiment face à ça. Je pense que généralement, tous les parents passent par ça au début, qui est un principe de faire un peu les beaux, à dire moi je vais élever mon enfant comme ci, je vais élever mon enfant comme ça, en essayant forcément que ça soit de la meilleure des manières possibles. Mais en réalité, la vraie réalité, c'est le terrain, quoi. Hein. Donc tu sais, au rugby, on dit ça. On dit, il y a l'entraînement et il y a le terrain. La vérité, c'est le terrain. Mais on dit aussi, on joue comme on s'entraîne. Ah. Sauf que nous, on n'est pas trop entraînés là. Non. Pour le coup, on n'est pas trop entraînés. Comme tous les premiers, je veux dire les premiers parents, mais les parents qui deviennent parents pour la première fois, quoi. Donc bon. Donc en termes de parcours de vie, d'éducation, quand t'étais enfant, qu'est-ce que t'en retiens aujourd'hui adulte? Comment t'as été éduqué? Moi, je pense que j'ai eu une éducation avec deux parents très aimants. Ça, c'est une certitude. Des parents divorcés, mais on va dire sur le tard, entre guillemets, parce qu'ils ont divorcé quand j'avais 12-13 ans. À peu près comme toi, d'ailleurs. C'est un parcours assez similaire sur ça. Mais par contre, mes deux parents étaient très présents. À l'inverse de toi, moi, autant ma mère que mon père m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup donné, m'ont beaucoup poussé, notamment dans le monde du sport. J'ai été beaucoup stimulé, mais autant que ma mère que par mon père, hein, vraiment les deux. Et j'ai été énormément tiré, énormément poussé par mon père au niveau de l'adolescence pour prendre le pas sur le rugby, où là, ma mère, elle, s'est mise beaucoup plus en retrait parce qu'elle était aussi un peu contre ça, le sport de haut niveau, et l'ayant vécu elle-même, tu vois. Mais c'est vrai que, en tout cas, je pense que j'ai eu une éducation de deux parents qui étaient vraiment aimants envers leur enfant, ça c'est une certitude. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce niveau-là? Oui, effectivement. Moi aussi, je pense que j'ai reçu énormément d'amour dans mon enfance et dans mon adolescence, de la part de ma maman, qui a assumé seule notre éducation avec mon frère. J'allais dire même quand mes parents étaient encore ensemble, peut-être pas, peut-être que là j'en ai pas des souvenirs assez vivaces et qui retranscrivent vraiment la réalité, mais en tout cas moi comment je l'ai vécu. Mon père était plutôt démissionnaire sur ce sujet-là. J'ai pas eu de référent masculin dans ma vie
bon, peut-être mon grand-père a joué ce rôle-là ou certains oncles, etc. Mais en tout cas, au sein du foyer familial, je pense que je n'en ai jamais eu. Il travaillait beaucoup, il avait ses propres névroses, ses propres démons, etc. Donc, je pense vraiment que ma mère a beaucoup assumé ce rôle-là. Et ça t'a fait, c'est quelque chose qui t'a fait souffrir, ça? Au début, peut-être. Enfin, au début. Sur le moment, en tant qu'enfant et en tant que jeune adolescente, sans doute, oui, que ça a créé des carences affectives chez moi, que ça a conditionné mon rapport aux autres et aux hommes dans un premier temps. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas de souffrance qui en reste. Bon, après, j'ai fait du travail sur moi, ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc non, c'est ma maman qui a assumé ce rôle d'éducatrice à 100%. Une éducation stricte, mais juste. Une éducation à l'asiatique. C'est vrai. Une éducation à l'asiatique, ouais. Non, mais moi, ma maman, elle m'a toujours fait confiance très tôt. Après, là où franchement, elle a de la chance et elle va écouter ou regarder cet épisode, donc elle pourra vous le confirmer en commentaire. Mais je n'étais pas une enfant difficile. J'ai jamais été attirée par l'alcool, la drogue, je détestais sortir, c'est vrai. J'ai jamais voulu aller en boîte de nuit, j'aimais être dans ma chambre, à lire des livres, à être sur mon ordinateur, mes copines étaient avec moi à la maison, mais j'ai jamais, donc elle me faisait confiance, mais parce qu'elle le pouvait, quoi. Après, moi aussi, je lisais énormément, pas du tout, énormément de livres. Mais toi, t'as appris à lire vers 18-19 ans, toi. Très tard. Je vais me contenir sur mes mots. Non, en réalité... C'est tout récent pour toi, la lecture. En réalité, moi, j'ai des parents qui m'ont fait énormément confiance, mais sans me faire confiance. Parce que j'étais hyper turbulent, hyper actif, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé à mentir très très tôt. Donc, mentir sur les bulletins scolaires, mentir sur les carnets scolaires. Non, mais attends, mais quand tu dis très très tôt, explique à quel point c'était tôt. Parce que c'est fou de faire ça. Je sais plus si c'était fin de maternelle ou début d'école primaire. Ouais. J'avais des B et je mettais des T devant pour faire croire que c'était TB, tu vois. Oui, mais sauf que tu le mettais pas devant. Sauf que je me trompais, je mettais le T derrière le B. Du coup, forcément, ma mère, elle voyait ça, elle disait, Maxence, il y a un petit problème là. Non, mais après, là, franchement, bébé, pour trafiquer ces bulletins de maternelle ou de primaire, et considérer qu'un B, donc un bien, n'est pas suffisant, c'est que tu avais une vraie pression à la maison. En fait, je sais pas si j'avais une pression, mais si ma mère maintenant, elle le dirait un peu de ce style-là, mais je sais pas si c'était une pression, mais en fait, c'est vrai que j'avais toujours une quête entre guillemets de l'excellence. Pas forcément de l'excellence, mais devoir être bon partout, tu vois. Et donc, maintenant, je peux pas te dire si c'était comme ça, parce que je m'en souviens pas. Mais peut-être que à cette période-là, j'étais en mode, si je ramène un B, c'est pas assez pour mes parents, tu vois, je vais les décevoir. Et c'est vrai que très tôt, j'ai été stimulé à aller plus vite, faire plus vite les choses, marcher vite, nager vite, etc. Et ça rentrait sûrement dans cette logique-là. Et après, ça a été une nature qui a attendu, où c'est vrai que une fois que mes parents se sont séparés, je suis un peu rentré dans la brèche et j'ai eu tendance à mentir sur beaucoup de choses, à l'un, à l'autre, en disant je suis chez maman alors que j'étais chez une amie. Waouh. Tu veux pas dire un ami, t'as pas de pote. Chez un homme, mais j'allais dire chez une fille. Mais chez un ami. Et en fait, voilà. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup joué du fait que mes parents ils soient divorcés, mais je pense comme beaucoup d'entre nous, honnêtement, on fait. Pas du tout. Peut-être pas toi, mais il y a beaucoup d'entre nous qui ont fait. Ni moi, ni mon frère d'ailleurs. Mais c'est parce que vous, c'était une éducation, je vois bien Agnès avec le bâton là, à vous sanctionner. Pas du tout. Elle est effectivement autoritaire, mais elle est aussi d'une nature extrêmement douce et aimante. Et elle a ces deux côtés de sa personnalité, où effectivement, quand elle estime que les règles qu'elle a fixées pour ses enfants ne sont pas respectées, ou qu'on va un peu trop loin sur je ne sais quel sujet, elle va poser le cadre. Mais à côté de ça, c'est une maman qui nous a toujours dit qu'elle nous aimait depuis tout petit. C'est une maman qui a toujours tout fait pour nous. Puis en plus, elle compensait énormément. Elle assumait pour deux personnes. Qui a un sens du sacrifice et de la... Je sais pas si c'est de la dévotion ou du dévouement, sans doute les deux, mais qui vraiment donnerait tout pour nous. Et en plus, en comparaison à moi, ce qui est différent, c'est que toi, ta mère, elle a refait sa vie sur le tard, entre guillemets.
Ouais. Quand vous étiez jeune, qu'il y a eu séparation, elle a pas retrouvé quelqu'un, etc. Ça s'est passé assez vite en réalité. Ouais. Hein. Moi, ça a été un gros problème. C'est qu'en fait, si tu veux, mon père, il a voulu directement faire passer le créneau famille avec une autre personne que ma mère. Et en fait, c'est vrai que ça a créé une scission parce que il a pas laissé les choses se faire naturellement. Il a voulu nous l'imposer à nous, tu vois. Et moi, j'ai eu de la chance parce qu'à 15 ans, je suis parti de la maison grâce au rugby. Mais ma sœur, ça, elle l'a encore beaucoup plus subi parce qu'elle était toute seule, sans moi. Donc c'est vrai que pour elle, ça a été très dur. Moi, je l'ai moins subi parce que j'ai pu m'émanciper grâce au rugby, tu vois. Mais après, en termes d'éducation, je pense que on a eu une bonne éducation. On peut convenir que c'est une bonne éducation, honnêtement. On a eu une très bonne éducation et je pense que nos parents ont fait de leur mieux. Même mon père, qui est complètement défaillant, je pense que lui, il faisait le mieux qu'il pouvait avec ce qu'il pouvait. Je pense qu'il n'a pas du tout cette fibre-là et que il était complètement dépassé. Et voilà, c'est à lui de porter cette responsabilité-là maintenant. Et on espère que c'est pas trop lourd. Mais oui, on a eu des parents qui étaient quand même là pour nous. Moi, ma maman, elle nous a inscrites au sport. On a fait du sport quand on était jeunes. Elle nous a fait faire des activités artistiques aussi. J'ai fait du piano, du solfège. Mon frère, un peu comme toi, il s'est essayé à pas mal d'instruments. On a eu une batterie sous son lit mezzanine il en a fait, je pense, 1 an ou 2. Il a essayé du tir à l'arc. Enfin, c'est ouais, vraiment d'essayer de toucher à tout. Ouais, moi, mon père a été très présent tout le temps, mais encore plus après quand il y a eu le divorce. Peut-être il y a des moments où il essayait aussi de compenser, etc. Mais par contre, là où je suis très reconnaissant envers mon père, c'est que il nous a lâché, il nous a jamais lâché et il nous lâchera jamais, tu vois. Et ça, je le sais au plus profond de moi. Et pourtant, quand j'ai grandi dans l'adolescence, on a eu des clashs des fois très intenses, à plus parler pendant longtemps, mais jamais de la vie il m'aurait lâché ou il me lâchera. Et je pense que quand t'es un être humain en construction, mais que tu sais que si t'as un énorme problème, tu peux compter directement sur tes parents, tu peux compter directement sur ton père. Quelque part, ça te fait un énorme quand même parachute de sécurité, tu vois. Mais je parle pas d'un point de vue forcément financier. Oui, il y a le côté financier parce que mon père a toujours tout assumé pour ses enfants de A à Z. Hein. Ça, c'est une certitude. Ma mère aussi, mais mon père a différents moyens, tu vois. Mais autre que l'aspect financier, de se dire dans sa tête, j'ai un parent ou j'ai mes parents, si j'ai le moins de soucis, je peux lui passer un coup de fil à 3h du matin, il vient me chercher n'importe où et il m'accueille chez lui à n'importe quel âge que j'ai. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental et qui est assez fort quand t'es un être en construction, de te dire que t'as cette sécurité-là, quoi. Ouais, vraiment. On espère que le bébé... Faut pas spoiler son prénom là, tu vois, j'ai failli dire son prénom. Faut faire attention, là, je t'en veux. Hein. On espère que notre bébé ressentira tout ça aussi quand il aura 30 ans et qu'il en parlera avec son amoureux ou son amoureux. Mais c'est pour ça que, tu vois, je pense que forcément l'éducation qu'on a eue, ça influe sur nous. Bien par sûr. Rapport à l'éducation qu'on va donner. Bien sûr. Donc, je pense que s'il y a une chose qui est certaine et que mon père m'a transmis, c'est que mon enfant, il pourra tout le temps compter sur moi. Tout le temps, à n'importe quel moment. Alors, il y a des moments où il va y avoir des doutes, où il va aller à l'inverse de ce qu'on aimerait qu'il fasse, etc. Donc, on va essayer de lui montrer... Ou pas, hein. Moi, j'ai toujours été dans un chemin que ma mère... Eh punaise, ouais, je nous le souhaite. J'espère vraiment qu'il prendra de ta personnalité, mais un peu plus de la mienne. Là, ouais, oui, moi aussi, j'espère aussi, tu vois. Je pense que j'ai jamais menti à ma mère. Je pense que je lui ai toujours tout raconté, mais parce que elle avait créé cet espace-là, entre elle et moi, où vraiment je me sentais libre et à l'aise de tout lui dire. Vous parlez même de sexualité, vous parlez de tout ce genre de choses? Alors, non. Mais parce que j'avais pas nécessairement de questionnement là-dessus sur mon parcours amoureux ou sexo-amoureux. J'ai toujours été en couple dans des longues relations. Genre ma première fois, c'était avec mon petit ami avec qui je suis restée 3 ans. T'es pas obligé de me le dire ça. Je veux pas le savoir. Ne rentre pas dans les détails, s'il te plaît. Merci. Tu seras gentil. On parle d'éducation, on parle pas ancien petit copain. Mais éducation sexuelle, ça en fait partie. Oui, bon, je veux pas savoir. Merci. Bon,
Bon, bref. Mais je sais que si j'avais eu un questionnement là-dessus et que j'avais eu besoin de lui en parler, j'aurais pu le faire, tu vois. C'est juste que c'est pas quelque chose qui me tracassait ou sur lequel j'avais une problématique quelconque. Mais vraiment, elle a créé un climat de confiance. Pareil, cette façon de se positionner comme un repère et un roc dans ta vie, de la même façon que tu l'as expliqué pour ton père. Je sais que si j'ai le moindre problème, mais maintenant, comme il y a 10 ans, comme encore dans 10 ans, je peux appeler ma mère et elle fera tout pour trouver la solution la plus adaptée pour moi et qu'on se sente mieux, quoi. Tu vois, un exemple, moi, par exemple, moins maintenant, forcément, mais quand je suis parti à 15 ans de la maison, je sais pas, jusqu'à 25 ans peut-être, allez, peut-être un peu avant, tous les jours, mais quand je te dis tous les jours, c'est tous les jours, j'appelais mon père. Ah ouais? Je savais pas ça. Tous les jours. À part les grosses périodes de clash, parce qu'on a eu des grosses périodes de clash sur l'éducation, sur le... Mais par contre, tous les jours, j'appelais mon père quand on était en rapport normal pour lui raconter la journée, raconter la journée, l'entraînement, ce genre de choses, tous les jours, tu vois. Donc c'est vrai que j'avais un rapport ultra fusionnel avec mon père, et je pense que c'est le sport qui a amené ça. Et c'est pour ça que du coup, au moment où ça clashait très fort, tu vois. Et est-ce que t'as pas l'impression que votre relation a beaucoup justement tourné autour du sport et du rugby, et que c'était un peu ce qui vous liait, et que ça vous a empêché parfois de développer une relation père-fils sans cette dimension-là sportive, entre guillemets? Bien sûr, il y a cet aspect-là qui rentre en jeu, et comme ça a fait partie de la plus grosse partie de ma vie et de sa vie pour le moment, donc oui, ça a forcément pas gâché, mais empiété sur d'autres sujets d'une relation, on va dire, banale, tu vois. Mais par contre, ça lie aussi énormément. Et c'est vrai que petit à petit, quand il a fallu revenir dans la vie, entre guillemets, normale, t'as moins de sujets de discussion, tu sais moins comment parler à ton père. En plus, moi, de base, et je me suis beaucoup ouvert grâce à toi, grâce à ma famille, et j'étais quelqu'un d'auto-centré sur moi-même avec le sport. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup, et puis mon père était beaucoup sur moi, donc il me parlait de moi, et c'est vrai que moi je prenais moins de ses nouvelles à lui, moins des nouvelles à ma mère, et on parlait tout le temps de moi, tu vois. Et tout ça, c'est via le cocon du sport de haut niveau. Et c'est pour ça que ça, tu vois, par rapport à notre fils, je pense que c'est quelque chose que je referai pas. Et qu'il faudra que toi tu veilles à ça, à ce que la relation soit pas unilatérale dans un sens par rapport à un seul sujet, qu'il soit très fort à l'ordinateur, à la danse, au rugby, à ce que tu veux, tu vois, mais que ça aille pas très fort sur un seul sujet. Ouais. Que vous puissiez vous retrouver dans d'autres moments, sur d'autres thèmes, dans d'autres discussions, dans d'autres échanges, et que votre relation soit pas basée à 90% sur son sport ou sur ça. Et par exemple, si ça arrive le même cas de figure avec ton fils, il y a les détecteurs nationaux d'un sport qui vient te voir et qui te dit écoute, ton fils il a des grosses prédispositions pour tel sport, mais par contre le cursus pour aller au plus haut niveau en France, c'est à 15 ans, il part en internat et il va faire son sport de cette manière-là tous les jours avec l'école, etc. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu prendrais comme décision? Je dirais je vais en parler à mon mari, mais moi je suis ok. Ah, si mon fils a envie de cette vie-là, hein. Bien sûr, il faudra qu'on lui explique exactement ce que ça implique, et il aura de la chance parce qu'il t'aura toi à côté de lui qui pourra lui dire exactement à quoi sa vie va ressembler s'il décide de prendre ce chemin-là avant sa majorité, du coup. Et avec toutes les cartes en main, on prendra une décision en tant que famille. Mais je m'y opposerai pas, en tout cas. Ouais. Si jamais lui, c'est une envie profonde de sa part, je m'y opposerai pas. Parce que tu vois, là, je pense que si tu discutes maintenant avec mon père, il te dirait, je l'interdirais. Il te dirait, il faut pas qu'il y ait... Mais c'est pas l'interdire, c'est que c'est pas le bon choix. Et tu vois, je remercie mon père parce que c'était, avant de te rencontrer, c'était les 3 meilleures années de ma vie. Mais vraiment, j'ai passé des années exceptionnelles d'être parti à 15 ans. Mais je pense que d'un point de vue physiologique et d'un point de vue de l'âge, etc., et par rapport au rugby en plus, c'était pas forcément la meilleure solution.
de garder ton enfant, de plus le construire, qu'il puisse se développer d'une autre manière, etc. Et tu peux accéder au rugby à haut niveau sans partir à 15 ans pour t'y consacrer pleinement? Alors, tu pouvais, mais c'était beaucoup plus dur. Ouais. C'était beaucoup plus dur parce que tu sortais forcément du cadre que t'imposait la FFR, tu vois. Donc, tu sortais des radars et il fallait être 2, 3, 4 fois plus fort pour pouvoir te montrer et pour pouvoir faire 100. Il y en a qui ont réussi, hein. Toi, avec mais le recul, 90% des joueurs, ils sont passés par là. Toi, avec le recul, tu jugeais jusqu'il y a pas si longtemps que c'était les meilleures années de ta vie quand à 15 ans, t'as pu t'émanciper et faire de ton sport ta priorité numéro 1, quoi. Tu le referais? Je pense que je le referais. Ouais, je pense que je le referais, mais par contre, je pense que ce serait pas le bon exemple à donner à notre fils. Honnêtement. Ah ouais? Non. Parce que tu vois, d'un point de vue scolaire, c'est pas bon. Tu penses que ça vient de là? À part s'il prend les prérogatives de sa mère. Tes lacunes orthographiques? Bah maintenant, je suis devenu très très fort en orthographe. Non, t'es une catastrophe. Tu te fous de moi. C'est un scandale. Les gens savent que j'ai beaucoup progressé en orthographe. Non, personne ne sait que t'as beaucoup progressé. Tu ne sais toujours pas conjuguer le présent de l'indicatif. C'est dur, là. On travaille ensemble en plus maintenant. Donc on est dans des groupes de travail et de discussion ensemble. Il écrit encore « je fais » F-A-I-T. Quand je suis fatigué. Non, pas quand t'es fatigué. C'est bon. Bref. Mais d'ailleurs, sur l'éducation, tout ce qui va toucher autour de la scolarité et de l'apprentissage, ça va être mon domaine. Oh que oui, c'est ton domaine. Oh que oui, ma grande, c'est ton domaine. Non, parce que ça, par contre, ça va être très important pour moi. Oui. Ça l'a été autant pour ma maman, mais elle était professeure de français. Enfin, elle a fait toute sa carrière dans l'éducation nationale, donc en plus, elle avait ce truc-là. C'était son métier, quoi. Donc forcément, elle avait envie qu'on s'épanouisse à l'école et qu'on réussisse, etc. Mais vraiment, moi là-dessus, je vais être intransigeante et je vais poser un cadre strict. Mais de toute façon, moi, sans lui mettre une pression, c'est-à-dire je veux pas qu'il soit le premier de la classe ou que ce soit le meilleur en français ou qu'il ait des 20 sur 20 tout le temps, mais je veux qu'il s'applique et je veux que vraiment il essaye de se donner les moyens d'avoir un niveau plus que correct. Un niveau de langage oui correct. Ouais. Mais après tu vois ça je suis 100% de ton avis parce que je sais que moi j'ai des lacunes aujourd'hui et que ça me pose certains problèmes, tu vois. Et que c'est l'éducation, ça passe aussi par là, et que c'est ultra important, tu vois. Tu sais que c'est un tour de force exceptionnel d'avoir réussi à me séduire et à me marier en écrivant aussi mal. Hein. Et tu sais ce que je soupçonne? Que au départ, quand on faisait connaissance à distance dans des longs messages, etc., je pense que soit tu te relisais mais 150 fois avant de m'envoyer les messages, soit tu avais un logiciel, parce que ça tu me l'as pas montré tout de suite. Non, j'avais pas de logiciel. Et ça tu me l'as pas montré tout de suite. J'avais pas de logiciel, mais c'est vrai qu'au début je faisais pas de fautes. C'est vrai. Je me souviens même que tu m'avais dit que je cochais toutes les cases parce que je faisais pas de fautes d'orthographe. si tu avais su. Oui. Bravo. Et j'ai pas fait de fautes. C'est vrai que j'ai tendance à dire les R avec les si de temps en temps. Mais en réalité, tu vois, forcément, moi, je suis beaucoup plus serein là maintenant que t'es ma femme pour le niveau scolaire. Parce que bon, ça aurait été un petit peu compliqué pour moi, même si, bien sûr, je vais lui faire des devoirs et tout, tu vois. Mais il y a certains points où, forcément, il va me dépasser quand il sera en 3e, quoi. Tu vois. Si jamais il a le brevet, oui. S'il a le brevet, bon, j'ai mon bac S, donc respecte quand même. Fais très attention. Et par contre, à contrario, il va falloir qu'il soit très 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 fort pour faire des conneries et pour nous mentir. Parce que moi, je les ai toutes faites. Je les ai toutes faites. Donc là, il va falloir qu'il soit très bon et très innovant s'il veut nous mentir sur quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Non, mais moi, j'ai envie qu'on instaure ce truc où notre fils n'a pas besoin de nous mentir. Je veux qu'il se sente... Bien sûr. Je veux pas qu'on le responsabilise trop vite, tu vois, mais je veux que on essaye de faire en sorte qu'il se sente à l'aise avec nous, et je préfère qu'il nous dise la vérité. Si jamais il fait une connerie, qu'il essaye absolument de la dissimuler, qu'il rentre dans des stratagèmes, qu'il se mette lui en danger, ou je sais pas, je préférerais qu'il sache. Ouais, oui, mais sûr. toi, j'ai peur que tu sois tu trop... sais que c'est pas facile, ça. Hein. J'ai peur que tu sois trop sévère et que tu punisses trop durement. Après, moi, j'ai eu une éducation aussi
où ce qui m'a mis dans le droit chemin, c'est mon père, et c'est une éducation où j'avais peur d'un point de vue physique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mon père, il était imposant, il était costaud, etc. Et la seule chose qu'il avait pour que j'arrête de faire des conneries, des fois, il fallait qu'il me mette le compte, tu vois. Il me mettait pas des gifles toute la journée, pas du tout. Loin de là, tu vois, loin de là. Mais par contre, il y a de temps en temps, je faisais tellement n'importe quoi que la seule solution, c'était quand même de m'attraper, tu vois. Et forcément, j'ai eu cette éducation-là. T'étais terrible, hein. Alors, si de temps en temps mon fils il divague un petit peu, c'est vrai qu'une petite gifle derrière la nuque, il peut la prendre. Non. Ouais, il y a toute cette, il y a tout ce questionnement-là aussi autour de la punition de l'enfant, la punition physique ou pas. Je crois que ça c'est révolu. Je crois que c'est même interdit, la fessée, etc. Enfin, on a vu passer pas mal de choses. Après, ce qui se passe dans les foyers, personne n'est là pour vérifier. Mais moi, oui, je serais d'avis de quand même privilégier le dialogue. Est-ce qu'on va faire l'éducation Montessori? Tu n'as pas le droit. Oui, pleure, vas-y, évacue tes larmes. Tu peux pleurer. Tu exprimes tes sentiments. Continue. C'est vrai, c'est ça. C'est ça l'éducation Montessori. Non. Non. Non, mais je n'ai rien contre. Chacun suit les préceptes et les règles qui lui conviennent et qui lui pensent les meilleures et qui pensent les meilleures pour son enfant. Mais non, je préfère quelque chose de plus classique. J'ai pas de mal à imposer des punitions. J'ai pas de mal à élever la voix s'il faut le faire. Oh, mais... ça, je sais. Très, très compliqué pour moi en ce moment. Mais de là à punir physiquement, j'aimerais qu'on n'ait pas en arrivé là, quoi. Ouais. Ce sera vraiment la dernière option si on voit qu'il dépasse les limites ou ce genre de choses. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec le manque de respect. S'il y a manque de respect envers sa mère, s'il y a manque de respect ne me manquera jamais de ça, respect. J'ai beaucoup de mal. Mais oui, mais j'espère vraiment. Mon fils. Et aussi, nous, tu vois, on a été une génération qui a pas grandi avec les écrans. Moi, mon premier téléphone, parce que ça va être un énorme challenge pour nous. Ouais. Moi, mon premier téléphone. Là, c'est vrai, on n'a pas de référent. Moi, mon premier téléphone, c'était un Nokia. Moi aussi. Tu vois? Où il y avait Snake? Où il y avait Snake. C'était mon premier téléphone et je sais pas, je devais être en 5e ou en 4e, tu vois? Ouais, moi aussi, c'était au collège. Mais imagine comment ça a évolué depuis. Imaginez maintenant l'évolution par rapport au téléphone portable, par rapport aux réseaux sociaux, ce que ça change dans la vie d'un adolescent qui se construit. Non, mais là, j'ai quand même quelque chose à dire. Parce que donc moi, j'ai été élevée par une maman très littéraire, très lettrée, qui a des livres qui tapissent tous les murs de sa maison, etc. Donc, elle m'a donné le goût de la lecture et du livre très tôt. Et moi, je passais mes journées libres quand j'étais enfant et au début de l'adolescence à lire. Je lisais énormément de livres avec ma mère au départ, puis seule quand j'ai pu lire. Et ça, tu penses que s'il y avait l'iPhone, ça aurait rien changé? Mais c'est pas ça. C'est que du coup, moi, quand je suis arrivée au collège et que j'ai rencontré du coup d'autres enfants, adolescents de ma génération, qui ne venaient pas de ma petite école primaire, mais d'un peu partout, et qui avaient des discussions à la cour de récréation, j'étais complètement exclue. Hors sujet. Je n'avais aucune référence, je ne savais absolument pas de quoi ils parlaient, je regardais pas la télé, et à l'époque, il y avait la Starac, tu vois, c'était au début des années 2000, moi je suis née en 91, donc oui, c'est ça, tu vois, je devais avoir 10-11 ans quand j'arrive au collège, et toutes mes copines, enfin, les filles que j'aurais aimées deviennent mes copines, parlaient de la Star Academy, de machin qui chante et tout, je n'avais aucune idée de quoi il était question. Et tu te sens, mais tu ressens un isolement social qui, à ce moment-là de ta construction, est terrible. En fait, il faut trouver un juste milieu qui est énorme entre les deux pour pas que l'enfant... Pour pas l'isoler, bien sûr. Il faut pas aller contre les évolutions de la société. Il faut pas imposer à notre enfant des règles qui font qu'il va se sentir mais complètement en décalage avec non seulement ses pairs, P-A-I-R-S, mais aussi le monde qui l'entoure, quoi. Ouais, en fait, il faut arriver à ce qu'il vive dans son temps, mais sans tomber dans les travers. C'est vraiment pas facile, hein. Non, mais c'est vraiment facile parce que nous-mêmes,
moi-même, je tombe dans les travers de notre temps, tu vois. Je peux passer, mais même nous, des fois, on le fait ensemble. On se met dans le lit tous les deux pour rigoler, pour se détendre. On passe 40 minutes à regarder des vidéos et à rigoler ensemble, tu vois. Donc lui, ce serait la normalité qu'il fasse ça au final. Et d'arriver à trouver ce juste milieu, c'est vraiment, vraiment pas facile. En fait, il faudra... Après, là où je pense qu'il a de la chance... de nous avoir comme parents, c'est que on connaît vraiment ces sujets. Les écrans, les réseaux sociaux, on sait ce que ça implique. Moi, c'est partie intégrante de ma vie professionnelle, etc. Donc, je pense qu'il faudra lui présenter tout ça sans les diaboliser et en l'éduquant énormément sur les implications, sur ce que ça représente, sur ce que ça peut représenter, sur les dangers qu'il s'y passe, mais sur aussi les outils merveilleux que ça peut être si c'est bien utilisé. Il faudra être très pédagogue. Mais tu vois, comme tu disais, malheureusement, maintenant, on peut comprendre les parents qui rentrent à 19h, 20h chez eux, que leur enfant braille, fatigué, demande, fait que parler, etc. et qu'ils ont envie d'avoir un tout petit peu de temps de repos et qui leur donne la tablette, qui leur donne le téléphone pour que le gamin y joue ou il regarde ses dessins animés, pour que les parents ils puissent manger une demi-heure tranquillement ou juste se poser et souffler, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est un juste milieu qui est très très compliqué à trouver parce que ça demande tellement de temps, tellement d'énergie. Et quand tu es à la fin de tes journées, tu rentres du travail, tu rentres de tes occupations et en plus tu dois t'occuper. Alors oui, tu fais un enfant pour ça, tu vois. Mais je peux comprendre d'un côté les parents qui donnent les téléphones, qui donnent les tablettes pour lâcher, quoi. Et pour se retrouver un peu, eux, avoir un tout petit peu de temps, eux. Alors nous, on a de la chance qu'on n'est pas dans cette configuration-là au niveau de notre boulot. Mais au niveau des écrans, vraisemblablement, on va essayer, en tout cas, je suis sûr qu'on va arriver à le réaliser, mais on va respecter ce qui nous est imposé, enfin ce qui nous est conseillé. Ouais, par toutes les organisations et organismes de santé français et internationaux. Effectivement, il est dit que avant normalement 3 ans, il faudrait proscrire complètement les écrans de la vie d'un enfant qui est encore en construction, etc. Ok, donc jusqu'à 3 ans, rien. Je trouve qu'ils vont même un peu plus loin parce qu'ils disent qu'en réalité, c'est jusqu'à 2 ans, rien. Et à partir de 2 à 5 ans, on peut commencer à introduire les écrans, mais je pense qu'en réalité, avant son entrée en maternelle, avant que l'école soit obligatoire et qu'il doit vraiment se socialiser et aller dans le monde, t'as pas besoin de lui imposer des écrans, même des dessins animés, etc. Tu peux essayer en tout cas de l'occuper autrement, même si, comme tu l'as dit, je comprends que ce soit parfois très difficile et qu'en fonction de la personnalité du bébé qui devient un jeune enfant, parfois les parents n'ont pas d'autre solution que celle d'allumer la télé et de mettre un dessin animé ou de lui donner la tablette et de lui faire regarder un truc. J'aimerais qu'on le repousse jusqu'à ses 3 ans. Après, est-ce que c'est utopiste ou pas? J'espère pas. Je pense pas. Et après, je pense qu'il faut introduire les écrans comme on se l'imagine, nous, dans un monde idéal et parfait, tu vois, de façon très contrôlée. Si c'est 1 heure par semaine, c'est 1 heure par semaine et c'est le week-end. Et toujours en l'accompagnant, en s'intéressant à ce qu'il regarde, à ce qui l'intéresse, et en discutant avec lui, quoi. Et du coup, c'est un sujet qui est en ce moment ultra important entre nous et sur lequel on se questionne beaucoup et donc on voulait le partager avec vous. C'est le fait de montrer ses enfants sur les réseaux. On en parle aussi beaucoup avec notre famille. On a des discussions prolongées, des débats, etc. Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? Si non, pourquoi? Si oui, pourquoi? Un juste milieu entre les deux? Comment? Je te lance au feu. J'ai pas encore tranché avec moi-même là-dessus. Pour être complètement transparent avec vous, parce que lui il est déjà au courant, j'ai déjà été sollicitée par des groupes, des grandes marques qui aimeraient faire des campagnes incluant notre fils. Alors faut préciser par contre que c'est des campagnes avec du sens. Oui, bien sûr. C'est des campagnes pharmaceutiques. Bon, peut-être on peut pas en parler, donc je vais pas. Non. Mais c'est des campagnes avec du sens. C'est pas des campagnes pour de la promotion
et pour gagner de l'argent sur le bébé. C'est vraiment des campagnes qui ont une vraie conséquence. Oui, c'est des campagnes de prévention, effectivement. Donc, on est obligé de se renseigner sur toutes les implications légales et juridiques autour de l'exposition d'un très jeune bébé. Et d'ailleurs, j'ai découvert que c'était encadré, beaucoup plus que ce que je n'aurais pensé. Très encadré. De toute façon, maintenant, avec les nouvelles lois autour de l'influence, de la médiatisation, les contrats publicités, les contrats mannequins qui existent quand même depuis longtemps pour les très jeunes bébés et enfants, il y a un cadre juridique qui est quand même ce qu'il est en France et on est quand même protégé, et les enfants aussi. Mais bon, au-delà de ça, moi, j'ai posé la question, du coup, dans les échanges qu'on a sur ces sujets-là avec des potentiels clients, si il était possible que mon enfant n'apparaisse que de dos et qu'on ne voit pas son visage. Et c'est évidemment tout à fait possible, personne va m'obliger à mettre le visage de mon fils. Donc une exposition où je fais acte quand même de son existence, parce que une partie de ma vie, c'est d'exploiter mon image à moi, en tout cas, sur les réseaux sociaux, dans les médias auxquels je participe, dans les projets que je fais, ça se base sur mon image et sur mon nom. Cacher mon quotidien, c'est un petit peu compliqué. On s'était posé la même question quand il était le moment pour nous bien sûr, de dévoiler que j'allais me marier, qu'on était en couple. Et ça s'est passé de façon très naturelle, et ça nous a fait même beaucoup de bien de pas avoir à se cacher dès que je fais quelque chose, de pas devoir montrer la moindre partie de ton corps, qu'on ne doit pas entendre ta voix. Puis ça a fait taire pas mal de spéculations aussi. Bon, voilà, tu vois, je suis avec quelqu'un, je suis mariée. Donc là, tout le monde est au courant. C'est vrai qu'on t'a prêté quand même des relations... Oui. En même temps, j'ai jamais pris la parole sur le sujet. Énormément de monde. Wow. J'ai jamais pris la parole sur le sujet, j'ai jamais démenti ou confirmé. Donc oui, forcément, les fantasmes sont allés bon train, et ça m'intéressait même pas ça m'intéressait pas trop d'y participer. Là, tout le monde sait que je suis enceinte. Vraisemblablement, tout le monde sait que je vais accoucher de façon imminente. T'as quand même quelques messages qui te demandent si t'es enceinte. Il faut savoir que je suis très premier degré. Agathe reçoit des DM ou des commentaires de gens qui lui disent « Mais tu es enceinte ?» Ouais, apparemment, je porte bien la grossesse, si bien qu'on s'en rend pas compte pourtant. Donc non, présenter mon tout petit bébé en mettant une photo de sa tête sur mon compte Instagram, c'est non. Vraisemblablement, là-dessus, je bougerai pas, et je pense que tu es d'accord avec moi. Mais au fur et à mesure du temps, l'inclure dans ma vie, sans calcul, sans exploitation évidemment, sans me prendre la tête, j'espère que ça se fera de façon naturelle, et en tout cas je ferai toujours en sorte qu'il ne court aucun danger, et que son image soit la plus préservée possible, quoi. Moi, tu vois, je me dis, si on était dans une autre planète, waouh, et que je te connaissais pas, mais que j'étais pas moi, bon, mais que j'étais quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire, et que je t'ai pas connu, que j'ai des enfants. Waouh. Donc là, on est dans un monde où t'as des enfants sans moi, là. Non, j'ai dit, je suis dans un autre monde, on n'est pas sur Terre. Ouais, d'accord. J'aurais mis mes enfants sur les réseaux. Oui, mais comme tout le monde le fait. Hein. Comme tout le monde le fait. Parce que en fait, on va partager des moments ensemble, on va aller se balader, je vais sortir avec ma femme de la maternité, je vais être le plus heureux du monde. Je vais le mettre dans ma poussette, je vais aller me balader dans des cafés à Paris avec ma poussette. Je vais aller sur la prom. Et c'est moi ta femme là dans cette image ou pas? Oui. Ah oui. Oui. Ah ok. Je vais aller sur la prom courir, parce que je vais courir avec mon enfant. Et ça, je le partage sur les réseaux si j'étais pas avec une personne connue. Alors comme t'es connu, il faut le prendre en compte, parce que forcément, t'es pas Beyoncé, on est ok sur ça. J'ai moins d'aspect médiatique que toi, mais forcément, comme je suis avec toi, j'ai des gens qui viennent voir mon compte, j'ai des gens qui viennent écrire certains messages. Mais dans tous les cas, mon enfant, je l'aurais mis. Donc je pense que je vais le mettre sans faire n'importe quoi.
Ça, c'est une certitude. Pas pour gagner de l'argent, hein, à outrance, à faire des collaborations, des ceci, des cela. S'il y a des choses qui ont du sens et qu'on trouve que ça a un réel impact et un intérêt, oui. Pour être très honnête, oui. Mais par contre, mon enfant, je le mettrai sur les réseaux en faisant attention. Il y aura pas des photos de lui tous les jours, tu vois. Mais par contre, il sera avec sa mère sur mes réseaux, il sera avec moi sur mes réseaux, et j'ai pas de mal à ça, tu vois. Ce sera pas un enfant qui sera starisé. Il restera sur Terre et ses parents seront là pour ça. Oui, mais c'est important aussi de dire ça parce que quand j'en parle avec les gens autour de moi, c'est vraiment genre ah ouais mais nan. Alors que effectivement, je suis pas Beyoncé ou Rihanna ou je suis pas une star internationale. Et encore, Beyoncé et Rihanna mettent leur enfant tous les 2 photos sur Internet. Ouais, bien sûr. Tu vois. Moi, je veux dire l'impact médiatique sur mon enfant sera pas non plus une tempête nucléaire qui va être ingérable et tout le monde va le reconnaître à l'école et ça va être machin. Les enfants avec qui il sera à l'école, ils vont pas me suivre sur Instagram. Bah, bien sûr que non, je suis d'accord avec toi. Ils me verront pas remplir un stade de France et ils me verront pas vraisemblablement à la télé. On sait pas les projets qui peuvent arriver, mais enfin, je veux dire, il faut quand même faire acte d'humilité. Je suis personne et je pense pas que mon image à moi puisse avoir un impact négatif sur mon enfant, sur le rapport que mon enfant aura avec lui-même et son image, etc. Parce que déjà, de un, on est attentif et éduqué sur ces questions. Et de deux, mon business sur les réseaux, parce que c'en est un, n'a jamais été axé télé-réalité. Et je ne juge personne. Il y en a qui font ça très bien et c'est leur créneau et ils partagent toute leur vie de famille. Et en plus, ils ont une véritable audience et ça fonctionne, bien sûr. Et ça fonctionne. Mais ça n'a jamais été ma ligne éditoriale. Je suis pas connue entre guillemets parce que j'ai décidé de partager chaque aspect de mon intimité. J'ai fait autre chose. J'ai une formation de journaliste. Je propose un contenu qui est un peu différent. Complètement. Et c'est pour ça que tu vois. Je pense que évidemment il aura plus de notoriété parce que c'est ton fils et que quand il est sur une publication Instagram il peut être vu par 1 million de personnes et liké par 20 000 ou 30 000 ou 40 ou ce que tu veux personnes, donc forcément il est plus connu ou plus médiatisé via les réseaux sociaux, mais je pense pas que ça aura une incidence réelle dans sa vie. De dire ouais les gens vont me reconnaître dans la rue quand il sera adolescent, je pense pas honnêtement, tu vois. Alors c'est une question qu'il faut se poser, mais honnêtement je pense pas. C'est pour ça que mais après nous on a grandi et encore on est la génération d'avant avec des stars d'internet que sont je sais pas Inox, Michou, etc. et qui, eux, ont commencé à s'exposer sur YouTube à peine 11 ans, en train de se filmer, en train de jouer à des jeux vidéo et à faire des réactions, et salut, c'est sur ma chaîne, etc. Et aujourd'hui, c'est des businessmen, bien sûr, qui sont au sommet de leur profession, et qui, comme tout le monde sans doute, ont des déséquilibres et des névroses, tu vois, mais qui en tout cas ont l'air de personnes plutôt saines, entre guillemets. Après, bien on sûr, sait pas ils mènent qui bien sont leur les gens. barque, tu vois. Voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'ils sont en souffrance. Je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, la différence là, c'est que eux, ils se sont fait connaître tout seuls. Ouais. Ils se sont fait connaître tout Oui, seuls. mais là, je me projetais. Tu vois, là, ton bébé, il va directement être connu grâce à sa mère et grâce à la notoriété de sa mère qui est suivie par 800 000 personnes. Oui, mais bon. Je me projetais dans un truc où, et si mon fils a 10-11 ans, il est passionné, mais ça peut être de jeux vidéo comme en réalité de jardinerie ou de botanique, etc. Et il a envie d'en faire des vidéos et de les partager avec les gens sur YouTube, tu vois. Est-ce que je mets un stop ou est-ce que, parce que je fais justement partie de cette génération qui sait comment ça marche, j'essaye de l'encadrer et de... peut-être trouver un juste milieu. Eux, ils étaient pas du tout encadrés. Nous, maintenant, on sait que ça fonctionne et on connaît le business autour de ça. Peut-être essayer de l'encadrer d'une certaine manière, tu vois. Après, je pense que ça aussi, ça va être complètement différent avec la personnalité de ton gamin.
Si ton petit a 11 ans, tu sais qu'il est ultra sensible et que il faut faire attention à plein de choses par rapport bah, tu vas un peu le limiter par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Si c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, tu vas le limiter, mais d'une autre façon, tu vois. Donc ça, je pense que c'est sa personnalité aussi qui va nous orienter. Alors aujourd'hui, on a eu la date de la césarienne programmée, que j'ai donc partagée avec ma meilleure amie qui est férue d'astrologie, Camille. Et elle m'a dit que selon sa date de naissance, il tendait à être une personne charismatique, parfois théâtrale, et qui a besoin d'attention. Waouh, mais tu m'as décrit sa mère, là. Tu m'as décrit sa mère, littéralement. Donc c'est vraiment ton fils. Non, c'est pas vrai. Il y a zéro doute. C'est impossible. Moi, je suis comme ça. Bon, charismatique, oui. Mais théâtrale et en demande d'attention, c'est juste dans notre intimité à nous pour te faire rire, tu vois. Mais sinon, je suis plutôt d'un naturel assez discret. Tu me fais beaucoup rire et souvent rire alors. Hein. Bah oui. Non, mais il faudra évidemment faire en fonction de sa personnalité, l'écouter, le suivre, mais je pense pas qu'il faille être les initiateurs de ça. Si c'est lui qui demande, je suis d'accord. Et si c'est lui qui pousse et qui a envie d'explorer l'image, la vidéo, parce que voilà, il peut se découvrir une passion, un hobby, voilà, artistique, très bien. Mais je pense pas qu'on doit, je pense qu'on doit ne pas être les personnes qui déclenchent ça chez lui. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. De toute manière, ce qui est sûr et certain, c'est que l'éducation qu'on a reçue va un peu déteindre sur ce qu'on va proposer. On va aussi ramener, et beaucoup, notre touche personnelle. On va se tromper, on va douter, mais par contre, on va essayer de faire le mieux possible pour ce petit bébé qui arrive dans très peu de temps, je peux vous le dire, maintenant qu'on a eu la date. Donc on est super heureux en tout cas. Et j'ai passé un très agréable moment avec toi, de débattre et de parler autour de ça. Et ça m'a même fait réfléchir à des nouvelles choses, tu vois. Donc c'est super cool de faire ce genre d'échange. Et puis voilà. Ce sera donc la conclusion. Est-ce que tu as une petite contradiction qui reprend le titre de ce merveilleux podcast pour finir ? Non, mais j'espère que toi, oui. Oui, nous allons évidemment faire de notre mieux pour éduquer notre fils le plus parfaitement possible. Mais on va forcément se tromper et c'est ok aussi de se tromper. En tant que jeune parent, il ne faut pas se mettre une pression inconsidérée. Ça va être un apprentissage pour nous aussi, pas que pour lui. Et il faudra garder ça en tête, être indulgent avec nous-mêmes et toujours garder le cap que on fait ce qui nous semble être le mieux pour notre enfant. Je ne pourrais pas dire mieux. Bisous, à la semaine prochaine.